Un jeune garçon a témoigné devant le tribunal et a ensuite révélé une vérité choquante sur son propre père que personne n'avait vu venir. Ce qu'il a révélé a laissé toute la salle d'audience dans le silence. Le silence pesait sur Daniel Whitmore, 11 ans, comme une vieille couverture moisie, étouffante mais familière. Son père, Thomas Whitmore, mécanicien respecté le jour, menait une vie différente la nuit, une vie que Daniel avait appris à faire semblant de ne pas voir. La petite maison dans laquelle il vivait, nichée à la lisière de la ville, portait des secrets dans les murs. Ce n'étaient pas seulement les visiteurs nocturnes, les chuchotements échangés dans le garage, ou les sacs en plastique fourrés dans les interstices des boîtes à outils, c'était la tension, la menace tacite qui pesait sur leur tête. Daniel avait toujours su que leur maison était différente des autres. Ses amis avaient des parents qui travaillaient, rentraient à la maison et restaient à la maison. Les maisons de ses amis sentaient le dîner en train de cuire, la lessive et le plus léger parfum de leur mère. Sa maison sentait l'huile de moteur, la fumée de cigarettes et parfois quelque chose de piquant et de chimique qui persistait dans l'air longtemps après la fermeture de la porte du garage. Il avait appris très tôt que les questions n'étaient pas les bienvenues. Quand il était plus jeune, il avait demandé pourquoi les hommes allaient et venaient si tard le soir, pourquoi son père gardait certaines portes verrouillées, et pourquoi, certaines nuits, la lumière du garage restait allumée jusqu'à ce que le ciel devienne rose. Son père n'avait jamais répondu, il l'avait juste regardé d'une manière qui signifiait que la conversation était terminée avant même d'avoir commencé. Il y avait un ordre dans leur maison, une structure tacite fondée sur le silence et l'évitement. Il était censé faire ses devoirs à la table de la cuisine, dîner tranquillement et rester dans sa chambre une fois la nuit tombée. Il ne devait jamais aller dans le garage, à moins que son père ne l'y invite, ne jamais toucher les épaisses enveloppes qui se trouvaient parfois sur le comptoir, le matin, et ne jamais répéter ce qu'il avait vu ou entendu à qui que ce soit à l'école. Daniel avait été éduqué à l'obéissance, non pas par des mots, mais par des regards. La façon dont les yeux de son père clignotaient chaque fois que Daniel s'attardait trop longtemps dans une pièce où il n'était pas censé être. La façon dont les hommes qui passaient lui tapotèrent la tête, mais ne laissèrent jamais leur sourire atteindre leurs yeux. Il savait. Et il savait que son père savait qu'il savait. Les choses ont commencé à changer lorsque le frère cadet de son père, Ray, a emménagé. Oncle Ray avait une histoire, une réputation, et un passé dont les gens de la ville parlaient à voix basse, mais qu'ils n'affrontaient jamais. Il était différent de Thomas. Alors que Thomas était calme, prudent et réfléchi, Ray était imprudent, bruyant et imprévisible. Il buvait trop, riait trop fort et traitait leur maison comme une entreprise plutôt qu'un espace familial. Au début, Daniel pensait que son père était agacé par la présence de Ray. Les regards tendus, les réponses courtes, la façon dont son père expirait brusquement chaque fois que Ray quittait une pièce. Mais ensuite, il a commencé à remarquer autre chose, un changement dans la façon dont les choses se passaient. Les colis, qui arrivaient autrefois, en petite quantité prudente, sont soudainement devenus plus gros. Les visiteurs qui séjournaient autrefois dans le garage s'asseyaient maintenant à la table de la cuisine. L'argent, qui était autrefois caché dans des tiroirs, reposait maintenant négligemment sur le comptoir. La maison semblait différente, comme si les murs s'étaient resserrés, l'écrasant chaque jour qui passait. Il remarqua que son père et Ray parlaient à voix basse quand il pensait qu'il ne les écoutait pas. Son père semblait de plus en plus nerveux, regardant constamment par la fenêtre, vérifiant 2 fois les serrures. Un soir, alors que l'air était chargé d'une odeur de cigarette et de quelque chose de plus lourd, Daniel s'assit sur le canapé, faisant semblant de lire. Son père et Ray étaient dans la cuisine. Leur voix était d'abord basse, mais de plus en plus forte à chaque seconde qui passait. Ray s'appuya contre le comptoir, secouant la tête en se servant un autre verre. Il dit que Thomas devenait négligent, que les choses n'étaient plus aussi strictes qu'avant, que les gens commençaient à s'en rendre compte. Il accusa Thomas de déraper, de laisser entrer les mauvaises personnes, de diriger les choses comme un homme trop à l'aise. Thomas se tendit, serrant la mâchoire tandis qu'il lançait un regard sévère à Ray. Il lui dit qu'il avait tout sous contrôle, que c'était toujours sa maison, son opération, sa façon de faire les choses. Mais Ray n'était pas convaincu. Il insista, la voix plus haute, le ton plus tranchant. Il fit un geste vers le couloir où se trouvait la chambre de Daniel.
Il demanda si Thomas pensait vraiment que le gamin ne voyait pas, si Thomas croyait vraiment que Daniel ne savait pas ce qui se passait sous ce toit. Daniel resta assis, agrippant si fort les bords de son livre que ses doigts lui faisaient mal. Il le savait, il l'avait toujours su. Mais l'entendre dire à voix haute, reconnu comme un fait plutôt qu'un soupçon, lui fit se nouer l'estomac. Thomas ne répondit pas tout de suite. Il jeta un coup d'œil vers le couloir, vers la chambre de Daniel, son visage indéchiffrable. Puis, il se tourna vers Ray, sa voix plus calme maintenant, plus contrôlée. Il dit que cela n'avait pas d'importance. Il dit que Daniel savait se taire. Il dit qu'il n'était pas un problème. Ray rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans son rire. Il a dit que c'était le problème, que les enfants n'étaient jamais des problèmes jusqu'à ce qu'ils le deviennent. Il a dit que les enfants avaient la bouche ouverte, qu'ils voyaient des choses, qu'ils posaient des questions. Il a rappelé à Thomas ce qui était arrivé au dernier homme qui avait été imprudent, qui avait laissé son enfant s'approcher trop près de la vérité. Il l'a dit comme un avertissement, comme une menace qui n'avait pas besoin d'être prononcée directement. Daniel n'a pas entendu ce que son père a dit ensuite parce qu'il marchait déjà vers sa chambre, son cœur battant fort dans ses oreilles. Il a fermé la porte derrière lui, y appuyant son dos, s'efforçant de respirer. Il savait. Il en savait trop. Et maintenant, il n'était pas sûr si cela le mettait en sécurité ou si cela faisait de lui un problème. Pendant des semaines, Daniel a essayé d'ignorer la sensation de rongement dans son ventre. Il est allé à l'école, a fini ses devoirs et a fait semblant de ne pas remarquer la façon dont la paranoïa de l'oncle Ray grandissait de jour en jour. Les paquets sont devenus plus gros, l'argent enfoui dans les coussins du canapé plus épais, et les murmures se sont transformés en cris. Son père, autrefois prudent et méthodique, semblait maintenant alourdi par quelque chose d'invisible, se déplaçant plus lentement, parlant moins, regardant toujours par-dessus son épaule. Daniel savait que quelque chose allait arriver. Il ne savait pas quoi, mais l'air dans la maison avait changé. La tension s'était accentuée, comme un fil trop tendu, prêt à se casser. Et puis c'est arrivé. C'était censé être une nuit normale. Thomas était dans le garage, en train de parler à un homme que Daniel n'avait jamais vu auparavant. Oncle Ray était dans la cuisine, comptant des billets, le coin de sa bouche tressaillant tandis qu'il marmonnait des chiffres à voix basse. Daniel était sur le canapé, fixant la télévision, mais ne la regardant pas vraiment du tout. Le volume était bas, les images se déplaçaient sans signification. Il n'arrivait pas à se concentrer, ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Puis, boum! La porte d'entrée explosa vers l'intérieur, la force faisant trembler les murs. Avant même que Daniel ne puisse réagir, le chaos engloutit la maison entière. Des cris emplissaient l'air, des voix graves ordonnant des ordres, le piétinement de lourdes bottes sur le sol. Des uniformes sombres inondèrent l'espace, des corps se déplaçaient comme des ombres, rapides et précis. Thomas se retourna au son corps tressaillant comme un homme se réveillant d'un cauchemar. Il se précipita vers la porte arrière, mais ils furent plus rapides. 3 officiers l'attaquèrent, avant qu'il ne puisse faire plus de quelques pas, le poussant au sol, lui coinçant les bras dans le dos. Son visage pressé contre le sol, son corps immobile, le combat s'évanouissant instantanément. Oncle Ray réagit différemment. Il se précipita vers le tiroir de la cuisine, ses doigts effleurant à peine la poignée avant que des mains ne l'attrapent par derrière, le tirant en arrière, le claquant violemment contre le comptoir. Son corps se tordit, se débattant, son visage tordu de rage. Mais ils étaient trop nombreux. Un officier lui coinça le bras. Un autre lui tordit l'autre main derrière lui, ses poignets se claquant dans les menottes avec un clic sec. La maison qui ressemblait autrefois à une prison ressemblait désormais à une scène de crime. D'autres policiers se déplaçaient dans la pièce, leur voix saccadée et efficace. L'un d'eux s'agenouilla à côté du canapé, souleva les coussins et découvrit les épaisses piles d'argent cachées en dessous. Un autre ouvrit la porte du garage d'un coup de pied, scrutant l'espace avant d'appeler des renforts. L'homme à qui Thomas avait parlé était déjà par terre, les mains écartées en signe de reddition, le visage pâle de peur. Ils trouvèrent tout. L'argent, la drogue, les armes. Les planches furent soulevées, révélant des compartiments en dessous, de petits sacs en plastique remplis de poudre,
des rouleaux de billets fourrés dans toutes les fissures possibles. La maison fut mise à nu en quelques minutes, les secrets qu'elle contenait étant désormais exposés à la vue de tous. Daniel resta figé, le souffle court, son esprit luttant pour comprendre ce qui se passait. Tout semblait irréel, comme s'il se tenait hors de son propre corps, observant de loin. La télévision jouait toujours, le bourdonnement bas des voix de l'écran se mêlant au chaos autour de lui. Puis, un policier se tourna vers lui. Un homme d'une quarantaine d'années, son uniforme impeccable, son visage indéchiffrable. Il regarda Daniel, l'étudia un moment avant de parler. Sa voix était calme, constante, coupant le bruit. Il demanda si Daniel avait quelque chose à leur dire. Le cœur de Daniel battait fort. Ses poings se serraient à ses côtés. Il sentait le regard de son père sur lui, lourd et désespéré. Thomas, toujours par terre, menotté, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à petits souffles. Thomas prononça son nom. Sa voix tremblait, quelque chose que Daniel n'avait jamais entendu auparavant. Il lui dit qu'il n'avait rien à dire, qu'il pouvait rester silencieux. Daniel fixa son père, et pour la première fois de sa vie, il vit de la peur dans ses yeux. Pas la peur de la police, pas la peur de la prison, mais la peur de lui. Une boule se forma dans la gorge de Daniel. Son estomac se tordit, sa peau brûlante et froide en même temps. Il pensa à toutes les nuits qu'il avait passées éveillé, à écouter les voix à travers les murs, le bruit des transactions qui se déroulaient dans sa propre maison. Il pensa aux hommes qui allaient et venaient, leurs visages familiers, mais jamais amicaux. Il pensa à la façon dont son père l'avait entraîné à se taire, à faire semblant, à ignorer ce qui se trouvait juste devant lui. Et puis, il pensa à quel point il était fatigué. Il ouvrit la bouche et sa voix sortit plus basse qu'il ne l'aurait cru. Ses mots étaient simples, directs, indéniables. Il leur dit qu'il vendait de la drogue ici, dans leur maison. Les mots se posèrent dans l'air, comme une bombe explosant au ralenti. Thomas ferma les yeux. Son visage se tordit. Quelque chose entre le chagrin et la fureur crispa ses traits. Oncle Ray jura à voix basse, son corps tressaillant sous l'emprise des officiers. La pièce semblait plus lourde que jamais, comme si les murs s'effondraient vers l'intérieur, les pressant tous. L'un des officiers fit un petit signe de tête, faisant signe aux autres. Plus de mouvement, plus d'ordre donné, plus de pas faits vers l'inévitable. Et juste comme ça, le monde de Daniel changea pour toujours. La salle d'audience était plus froide que ce que Daniel avait prévu. Ce n'était pas seulement à cause du froid glacial de la climatisation. C'était à cause du poids du moment, du silence étouffant entre les questions, des regards lourds échangés à travers la salle. Le juge était assis devant lui, le regardant avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Son père était assis à la table de la défense, le visage indéchiffrable, les mains jointes sur la table comme s'il tenait quelque chose que lui seul pouvait ressentir. Il n'avait pas levé une seule fois les yeux vers son fils. 3 mois s'étaient écoulés depuis son arrestation. 3 mois depuis que sa maison était devenue une scène de crime, depuis que son père et son oncle avaient été emmenés, menottés, depuis que la vérité avait brisé l'illusion fragile dans laquelle il avait été forcé de vivre pendant des années. Au cours de ces 3 mois, il avait appris ce que signifiait être seul. Les travailleurs sociaux étaient allés et venus, lui posant les mêmes questions de différentes manières, le conduisant dans des couloirs bordés de classeurs et de personnes à l'air fatigué. Il avait vécu dans 2 familles d'accueil différentes, chacune étrangère, chacune bienveillante mais distante. La première famille d'accueil avait gardé ses distances, le traitant avec une politesse tranquille, lui accordant un espace qu'il n'avait pas demandé mais dont il avait besoin de toute façon. La deuxième famille avait fait plus d'efforts, avait souri davantage, lui avait demandé comment s'était passée sa journée, mais il n'était pas sa famille. Sa famille était maintenant soit en prison, soit assise devant lui dans cette salle d'audience, attendant que ses paroles scellent leur sort. Il était là maintenant, debout dans un box des témoins qui semblait trop grand pour sa petite silhouette. Le procureur, un homme en costume gris rigide, se tenait à quelques mètres de lui, le regardant avec une expression qui se voulait rassurante mais qui semblait répétée. La sténographe du tribunal attendait, les mains posées sur sa machine, prête à retranscrire chaque mot. L'huissier se tenait près du juge, silencieux, immobile. Les rangées de personnes dans l'auditoire, certains inconnus, certains journalistes,
Certains visages qu'il reconnaissait vaguement le regardaient avec impatience. Le procureur lui a demandé de décliner son nom pour le procès-verbal. Daniel se redressa un peu, même si ses mains étaient moites contre le bois du tribunal. Il donna son nom complet, d'une voix ferme mais calme. La question suivante fut posée, sèche et délibérée. Le procureur voulait qu'il confirme son lien avec l'accusé. Daniel dit ce qu'il avait à dire, que Thomas Whitmore était son père. Un murmure parcourut la salle d'audience. Il sentit le poids de chaque paire d'yeux se poser sur lui. Attendre, observer. Son père était assis immobile à la table de la défense, les yeux fixés sur ses mains. Il paraissait plus petit que jamais, comme un homme qui avait déjà perdu quelque chose de plus important que le procès. Le procureur lui demanda de décrire ce qu'il avait vu chez lui. Daniel déglutit difficilement. Il avait repensé à ce moment dans sa tête pendant des semaines, avait répété les mots devant un miroir, à l'arrière de la voiture d'une assistante sociale, dans le silence de sa chambre temporaire. Il s'était dit que la vérité comptait, que c'était la seule façon dont les choses pouvaient se passer. Mais maintenant, debout là, la gorge sèche, le cœur battant, il n'était pas sûr que tout irait bien un jour. Il leur raconta ce qu'il savait. Il leur parla des visiteurs nocturnes, de la façon dont le garage était toujours fermé à clé, mais jamais vide, des hommes qui ne restaient jamais longtemps, mais qui partaient toujours avec quelque chose dans les mains. Il leur parla de l'argent, des sacs en plastique remplis de choses qu'il n'était pas censé voir, de la façon dont son père lui disait d'aller se coucher et d'oublier. Il n'oubliait pas. Il parlait d'une voix ferme, ni trop vite, ni trop lentement. Il expliqua comment il avait appris à éviter certaines conversations, comment il avait appris à faire semblant de ne pas entendre les choses, comment on lui avait appris le silence comme technique de survie. L'avocat de la défense, l'avocat de son père, l'observait attentivement, attendant son tour. Lorsque le procureur eut fini, l'avocat se leva, ajusta sa cravate et se dirigea vers la barre des témoins avec un calme délibéré. Il commença lentement, doucement, à poser des questions sur l'enfance de Daniel, sur le rôle de son père dans sa vie, sur la façon dont les choses s'étaient toujours déroulées avant que l'oncle Ray n'emménage. Il parlait comme s'il essayait de guider Daniel vers un endroit précis, comme s'il le menait sur un chemin destiné à tout changer. Puis il demanda si Daniel était sûr de ce qu'il avait vu. Daniel se raidit. La question était un piège. Il reconnut le ton, la façon dont la voix de l'avocat s'était adoucie, la façon dont il donnait l'impression que la mémoire d'un enfant pouvait être peu fiable, comme si Daniel avait peut-être mal compris les choses, comme s'il n'avait peut-être pas vraiment su ce qui se passait dans sa propre maison. Daniel n'hésita pas. Il savait ce qu'il voyait. Il décrivit le froissement des sacs en plastique au milieu de la nuit, l'odeur âcre des produits chimiques qui ne disparaissaient jamais complètement, la façon dont l'argent changeait de main dans le garage, toujours compté 2 fois avant de disparaître dans différentes poches. Il décrivit la tension, la peur, la compréhension que même si personne ne le lui avait jamais dit ouvertement, il avait toujours su. L'avocat insista, lui demandant s'il n'était pas confus, s'il avait simplement supposé des choses sans vraiment savoir. Daniel resta bref, mais ferme dans ses réponses. Il n'était pas confus. Il ne s'était pas trompé. Il connaissait la vérité. Son père ne le regardait toujours pas. La salle d'audience resta silencieuse pendant un long moment après que l'avocat eut fini. Le juge se déplaça légèrement, jetant un coup d'œil entre Daniel et la table de la défense. Le procureur avait l'air satisfait. L'avocat retourna à son siège, son expression indéchiffrable. Daniel savait ce que signifiait ce témoignage. Il connaissait les chiffres, les accusations, le fonctionnement du système. Il avait déjà tout entendu, chuchoté entre les officiers, murmuré par les travailleurs sociaux, écrit dans les dossiers qu'il n'était jamais censé voir. Il savait que son père risquait 25 ans de prison. Tout cela à cause de ce qu'il avait dit. Mais Daniel savait aussi que ce n'était pas seulement une question de mots. Son père avait fait ça. Il avait fait des choix qui les avaient tous conduits ici. Le poids de cette vérité s'installa au plus profond de la poitrine de Daniel, lourd et inébranlable. Le juge parla enfin, demandant une pause. Les gens se déplacèrent sur leurs sièges, des murmures s'élevant à mesure que la salle d'audience se vidait. Daniel resta où il était, fixant la table où son père était assis. Pendant un instant, juste une seconde fugace, Thomas releva la tête. Leurs regards se rencontrèrent.
Daniel crut voir de la colère, de la trahison, quelque chose de tranchant et de tranchant. Au lieu de cela, le regard de son père était fatigué, vide, comme s'il avait déjà su que cela allait arriver bien avant que Daniel ne monte à la barre des témoins. Puis Thomas détourna à nouveau le regard. Daniel se rassit, ses mains toujours agrippées au bord de la barre, son estomac se tordant avec quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il avait dit la vérité. Et pourtant, rien ne semblait avoir été arrangé. Une année s'était écoulée, mais le temps semblait toujours étrange à Daniel. Certains jours, il passait trop vite, lui filait entre les doigts avant qu'il n'ait eu la chance de s'accrocher à quoi que ce soit. D'autres jours, il s'étirait sans fin, le piégeant dans des moments qu'il ne voulait pas revivre. Il était assis sur les marches de sa nouvelle maison, fixant le ciel, regardant les nuages dériver paresseusement. Cela ne semblait toujours pas réel, même maintenant. La vie qu'il avait eue avant, la maison à la sortie de la ville, les portes verrouillées, les conversations chuchotées, avaient disparu. Son père était en prison. Oncle Ray avait accepté un arrangement et avait disparu, s'évanouissant dans le coin obscur du monde qui le voulait encore. La maison dans laquelle il avait grandi ne leur appartenait plus. Il avait 15 ans maintenant, plus âgé, différent. En cours de route, il avait appris à exister dans cette nouvelle réalité. Les premiers mois avaient été les plus durs. Vivre avec une nouvelle famille, se réveiller dans une pièce qui n'était pas la sienne, s'asseoir à une table où personne ne savait comment lui parler. Ils étaient gentils, ces gens, mais ils n'étaient pas sa famille. Ils essayaient, comme le font les gens quand ils ne savent pas quoi offrir d'autre. Ils lui demandaient comment s'était passée sa journée, laissaient la lumière allumée pour lui quand il rentrait tard, lui rappelaient qu'il n'était pas obligé d'être seul s'il ne le voulait pas. Il appréciait cela, même s'il ne savait pas toujours comment réagir. La nuit, quand la maison était silencieuse, il fixait le plafond et pensait au procès. Il pensait au regard de son père au tribunal, à la façon dont son expression était passée du choc à quelque chose de plus profond, de plus froid. Il avait vu la trahison dans les yeux de son père, mais il y avait aussi quelque chose d'autre, une compréhension, comme s'il avait su, au fond de lui, que c'était ainsi que tout se terminerait. Daniel se demandait s'il avait fait le bon choix, si dire la vérité en valait la peine. Il y pensait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il y pensait quand il voyait d'autres enfants avec leur père, quand il passait devant des endroits qui sentaient l'huile de moteur et la fumée de cigarettes, quand il entendait des gens parler de leur famille d'une manière qu'il n'aurait jamais pu faire. Il y pensait quand il entendait ses nouveaux parents d'accueil chuchoter à son sujet la nuit, lui demandant s'il s'adaptait, s'il s'en sortirait un jour. Et pourtant, malgré les questions, malgré le doute qui s'insinuait parfois, il ne le regrettait jamais, parce qu'il pensait aussi aux hommes qui étaient entrés dans leur maison. Il pensait à la façon dont son père l'avait mis en danger, sans même s'en rendre compte. Il pensait au poids des secrets qu'il n'était pas censé porter, à la façon dont son enfance avait été volée par des choses qu'il était censé faire semblant de ne pas exister. Pendant si longtemps, il avait vécu dans le silence. Il avait appris à disparaître, à se réduire à l'arrière-plan de sa propre vie. Mais quand le moment était venu, quand la vérité l'attendait sur sa langue, il ne l'avait pas avalée. Il avait parlé. Et cela, plus que tout, avait tout changé. Son père lui écrivait depuis la prison. Les lettres arrivaient une fois par mois, courtes et prudentes, remplies de mots qui tournaient autour des choses qui comptaient vraiment. Son père lui demandait s'il allait bien, si l'école se passait bien, s'il évitait les ennuis. Il n'a jamais écrit sur le procès, n'a jamais demandé pourquoi Daniel avait fait ça, n'a jamais parlé de ce que cela signifiait pour leur famille. Daniel lisait les lettres, mais ne répondait jamais. Il n'était pas prêt. Parfois, cependant, il écrivait lui-même ses lettres. Des lettres qu'il n'envoyait jamais. Il écrivait sur les choses dont il se souvenait, les nuits où il s'était endormi au son du travail de son père dans le garage, les après-midi passés au garage à le regarder réparer des voitures, les moments avant que tout ne devienne plus sombre. Il écrivait sur les choses qu'il aurait aimé voir différemment, les choses qu'il aurait aimé oublier. Peut-être qu'un jour, il en enverrait une. Peut-être qu'un jour, son père comprendrait. Jusqu'alors, tout ce qu'il avait, c'était la vérité. Et pour la première fois de sa vie,
La vérité était la sienne.